Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Brigitte. Je suis vraiment ravie pour une seconde fois de t'accueillir à mon micro. Donc, je suis avec Dr. Anne-Isabelle Dionne, médecin de famille. Anne-Isabelle, on pourrait discuter de beaucoup de choses, hein? Parce que je crois qu'ensemble, on partage vraiment une volonté de développer, tu sais, la santé pour tous, hein? Et donc, à travers toi, ta trajectoire en tant que médecin de famille, tu as beaucoup étudié tout ce qui est les troubles métaboliques. Et entre autres, tu as vraiment mis un accent aussi sur la question de la dégénérescence, hein, tous les troubles neurodégénératifs. C'est quelque chose, je pense, qui t'interpelle beaucoup. Qu'est-ce qui fait que dans ce parcours, justement, tu as adopté ce questionnement sur le développement des démences? Parce que les troubles de santé cognitive sont en prévalence croissante dans la société, hein? Donc, évidemment, on est de plus en plus de personnes à soit en être touchées ou avoir des proches qui souffrent de maladies neurodégénératives. Et c'est une problématique qui coûte très cher à la société, autant en soins, sur le plan de l'institutionnalisation, par exemple, et aussi les aidants naturels, hein, qui doivent quitter leur travail, travailler moins, investir pour les soins à leurs proches. Alors, ce sont des types de maladies qui sont un gros fardeau sociétal, en fait. Alors, je m'intéresse à ça simplement pour trouver des façons de mieux supporter la santé dans une perspective de prévention et même de renversement du déclin cognitif au tout début de la maladie neurodégénérative, parce qu'on sait maintenant que c'est possible. Oui, en fait, effectivement, toi et moi, on a lu certaines études similaires, puis on se rend compte qu'il y a des facteurs qu'on peut détecter même 20 à 25 ans avant le début de certains symptômes, et on pourrait à ce moment-là accompagner la personne, le patient, à adopter certaines habitudes de vie. Tu sais, on sait que tout est interrelié. Et puis, j'écoutais justement Éric Simard, qui est quelqu'un qu'on connaît bien toutes les deux, qui disait que d'ici 2050, ça va être affolant, le nombre de personnes avec la population vieillissante qui peuvent justement développer la maladie d'Alzheimer. Mais qu'en est-il exactement, justement, des saines habitudes de vie qui pourraient être justement promues? En fait, il y en a beaucoup et j'aimerais commencer par structurer l'approche sous la forme d'un protocole 3R. Et je t'explique un petit peu le protocole 3R pour que les gens puissent se rappeler de tout ça. Premier R, retirer. Alors, on veut retirer tous les offenseurs qui peuvent blesser la physiologie neuronale. Donc, par exemple, on va en nommer quelques-uns, l'alimentation qui peut être trop riche en sucre, en glucides raffinés principalement, ou dans une énorme charge de glucides qui pourrait propulser un état de résistance à l'insuline, donc ce qu'on voit dans les syndromes métaboliques, entre autres. On veut retirer les huiles qui sont chauffées à haute température, les huiles qui sont raffinées, entre autres. On veut retirer tous les aliments transformés qui contiennent des émulsifiants, des colorants, des molécules qui sont inconnues au corps et qui ont un impact très dévastateur sur le microbiote intestinal, entre autres, et sur la physiologie, l'inflammation qui va se répercuter jusqu'au cerveau. Oui, parce qu'on sait maintenant avec l'axe cerveau-intestin, hein, c'est un effet direct. Donc, l'alimentation, dans ton premier R, il est très, très sensible. Très, très, très important. Ensuite, on veut retirer des problématiques de sommeil, comme l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, quand les gens commencent à obstruer leur respiration la nuit pour différentes raisons, on manque d'oxygène de façon prolongée pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'un cerveau fait quand il manque d'oxygène de façon prolongée, chroniquement, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années? Bien, évidemment, les neurones qui manquent d'oxygène ne vont pas penser, réfléchir, avoir leur capacité mnésique comme avant, et il peut y avoir un déclin sur le plan cognitif s'il y a de l'apnée du sommeil non traitée. On veut aussi retirer toutes les situations d'isolement social. On sait que le fait d'être isolé socialement, c'est un grand propulseur de maladies neurodégénératives et de déclin cognitif de toutes sortes, en fait. Alors, on veut favoriser les contacts sociaux, on veut favoriser les contacts avec la famille, favoriser les maisons bigénérationnelles, par exemple, les contacts avec les enfants. Alors ça, c'est un élément très important. On veut aussi retirer la perte auditive ou la perte visuelle. Donc, pensez à un cerveau qui a certaines portions qui vont jamais être stimulées par des
en fait des stimuli qui soient auditifs ou visuels, ce cerveau-là va éliminer la matière cérébrale qui est nécessaire pour assurer cette fonction-là parce qu'elle ne sert plus à rien. Alors, les troubles auditifs, les troubles visuels, tous les troubles sensoriels, en fait, qui peuvent exister chez un individu qui commence à se manifester avec l'âge, devraient être dépistés et renversés avec des appareils, soit auditifs ou des bonnes lunettes qui vont permettre au cerveau de garder ses structures optimales pour penser et assurer la fonction de ces sens-là, essentiellement. Moi, je trouve que comment tu exprimes, c'est tellement clair et simple, puis c'est ce qu'on a de besoin. Hein? Parce que si on veut justement enseigner aux gens, puis aussi à nos collègues professionnels de la santé, de mieux entourer les patients qui ont une potentialité de développer une forme de maladie neurodégénérative, c'est justement de leur donner des outils qui sont faciles à adopter. Et concret. Et concret, exactement. Moi, je t'accompagne pour mettre sur pied ce protocole-là. Anne-Isabelle, j'adore tes 3 R. Et pour moi, c'est tout aussi l'architecte de comment est construit notre cerveau. De dire, souvent, je prends un peu l'exemple, hein, c'est comme des échafaudages. Hein. Une maison, par exemple, on en prend soin. Donc, si on veut garder toute notre structure neuronale bien en fonction, comme tu viens de dire, hein, que garder nos sens qui sont bien stimulés, d'avoir donc l'apport en alimentation qui va créer moins d'effets oxydatifs nocifs, et également tout l'aspect de la respiration. Ça, c'est quelque chose, on pourrait faire un autre podcast pour parler justement de tous les bienfaits de la respiration, de l'oxygénation du cerveau. Ce que je trouve fascinant, Anne-Isabelle, dans ton engagement, c'est cette volonté vraiment très profonde et sincère de faire une différence. Et je sais que tes actions sont concrètes tous les jours dans ta clinique. Hein? Ton œil est aiguisé, puis c'est quelque chose que tu veux amener chez les gens, à les éveiller justement à avoir adopté des saines habitudes de vie. Donc, dans cette optique-là, toi, je sais que tu amènes à ce moment-là le patient à leur proposer un parcours. Absolument. J'amène mes patients à leur proposer des parcours santé, en fait, simplement dans une perspective de réversibilité de leur enjeu de santé. Alors, je regarde toutes les sphères de leur santé vraiment de façon holistique, dans le but de voir qu'est-ce qui cloche dans toutes ces sphères-là sur le plan de la physiologie et comment je peux restaurer l'homéostasie, donc l'équilibre de toutes les réactions chimiques qui se passent dans le corps pour retrouver un état de santé. Donc, je ne prends pas en charge un individu avec la maladie. Hein? Je ne veux pas traiter sa maladie, je ne veux pas utiliser, dans tous les cas, je veux éviter la médication pour traiter la maladie, mais je veux renforcer les processus qui mènent à la santé. Donc, c'est vraiment une façon de penser qui est différente, une perspective différente par rapport à la santé. Bien, en fait, c'est que tu prends l'individu dans son plein pouvoir. Tout à fait. C'est tu dis, vous avez la capacité, dépendant de où il est rendu dans son évolution, on va dire, de son diagnostic ou du potentiel, c'est de dire, vous avez une capacité de faire soit un renversement ou soit de créer à partir de co-créer, parce que c'est la relation que tu veux créer avec ton patient. Hein, la relation soignant qui soit vraiment dans l'harmonisation, adaptée dans son quotidien. Absolument. Donc, la relation thérapeutique, je pense qu'elle doit s'inscrire dans un spectre plus positif que ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. En médecine, souvent, il y a des relations plus patriarcales. Le patient devient dépendant, un peu victime de son médecin qui peut être un peu trop sauveur ou un peu trop persécuteur par moment quand les consignes ne sont pas entendues. Alors, moi, je veux adopter vraiment le rôle de coach pour aider l'individu à reprendre son pouvoir sur la santé et faire les actions qu'il juge pertinentes en fonction de ses valeurs, de sa culture, de ses préférences et qui font sens avec eux dans sa vision de santé. Alors moi, je suis là pour l'aider, comprendre sur le plan scientifique est-ce que ça fait sens, est-ce que ça peut causer préjudice, l'aider à aller chercher les solutions qui sont inaccessibles au Québec ailleurs parce que j'ai des connaissances en la matière. Donc, c'est vraiment un shift complet de la perspective médicale conventionnelle hein, qui est très axée sur la maladie, qui est très pharmacocentrique, alors que moi, je veux renforcer la santé plutôt à l'aide du patient qui va le faire lui-même. Hein. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Oui, exactement. Mais je pense que, tu sais, à travers tes recherches, et tu sais, on partage des fois certaines activités. Hein, on va à des congrès ensemble, puis on voit qu'il y a tellement des émergences vers des possibilités de prendre soin, le care, comme on dit à certains endroits.
Mais tu sais, à travers tout ça, il y a toute une optique d'enseigner les gens à mieux vivre dans son corps, parce qu'on sait que ça va avoir un impact à long terme dans le vieillissement. Puis tout l'aspect de l'activité physique, c'est sûrement quelque chose que tu abordes avec tes patients. Absolument, l'activité physique. Puis pour faire du pouce là-dessus, en finissant mes 3 R, parce qu'on a escamoté les 2 derniers. Ah bon? Il y a tellement de choses à dire, on y va. L'activité physique arrive dans les prochains R. Donc, on a parlé de retirer les offenseurs. Ouais. On veut remplacer qu'est-ce qui pourrait être manquant, donc les nutriments et les hormones qui pourraient être déficientes chez certains individus, et on veut régénérer. L'activité physique arrive dans la régénération, tout comme certains suppléments de santé naturelle, certains champignons médicinaux qui vont aider à propulser la physiologie vers un niveau de restauration, entre autres. On veut faciliter la stimulation cérébrale pour faire des nouvelles connexions à différents égards dans les apprentissages des langues, de la musique, des contacts sociaux, mais l'activité tout à fait. Par exemple, le fait de marcher 10 000 pas par jour diminue de moitié le risque de souffrir d'une démence. Oui, puis c'est pas obligé que ce soit une activité nécessairement un marathon, des choses très spécialisées, pas du tout. Hein? Juste le fait d'être actif, de sortir dehors, d'aller en plein air, de faire une quantité de mouvements qui va permettre au corps de se délier un petit peu, là, de garder sa mobilité. Et pensons-y, là, de garder sa masse musculaire. D'ailleurs, il y a une très belle corrélation avec la masse musculaire des membres inférieurs et le risque de souffrir d'une démence. Donc, plus on est fort, moins on risque de souffrir d'une démence. Alors, le fait de garder cette force-là, imaginons, on tombe par erreur. Au lieu de tomber sur le bassin, se casser une hanche, être hospitalisé puis décliner parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, on va réussir à se rattraper, se remonter, continuer à faire ses activités de la vie quotidienne sans avoir aucun préjudice, sans avoir requis aucun soin médicaux parce qu'on est fort, on a gardé notre mobilité et notre masse musculaire. T'sais. Donc, il y a une trajectoire là, en Y ici là, par rapport à la santé musculaire et toutes les facultés motrices d'un corps humain qui va faire toute la différence entre un parcours qui va nécessiter des soins de santé à 100% puis un autre qui va favoriser l'autonomie aussi à 100%. Donc... Exactement. En fait, tu sais que moi, je considère, tu sais, je suis catalysatrice du changement. Je pense que toi, c'est quelque chose que tu aussi endosses. Et à travers cette pensée, le corps, moi, je dis que tout passe par le corps. Hein? Tant qu'on doit prendre soin de notre machine, et tu as parfaitement raison. On sait qu'il y a des études qui l'ont fait. Hein? L'activité physique va stimuler la neurogénèse. Donc, potentiellement diminuer la possibilité de développer une maladie neurodégénérative et aussi renforcer le corps, d'avoir un meilleur rebondissement s'il a un trauma ou un problème de santé. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, les femmes dans la cinquantaine, si elles s'entraînent régulièrement, on note une diminution de 90% du risque de souffrir d'une démence dans le futur. C'est incroyable, la puissance qu'on peut avoir. Et le fun dans tout ça, c'est que ça ne coûte rien et que ces solutions comme l'activité physique, le contact social, favoriser la santé du sommeil, la santé de l'humeur, de l'anxiété, tout ça, la gestion, ça coûte rien et c'est synergique. Chacun de ces pôles-là vont réduire de 20, 30, 40, 50% le risque de souffrir d'une démence. Imaginons si on les met tous ensemble et qu'on propulse cet état de santé pour la vie, ben il n'y en aura pas de démence. Il y a aussi toute la joie que ça crée. Absolument. Tu sais, quand on vieillit, plus heureux, plus en santé, il y a comme une symbiose qui fait que on va changer la génération des personnes âgées. Ça va être les gens peut-être les plus heureux qui vont pouvoir avoir un effet positif sur les générations plus jeunes. Hein? C'est un cercle vicieux. On le note aussi dans la personnalité des gens. Les gens qui ont plus d'avantages à être moroses, à voir les choses avec leurs lunettes plutôt grises, vont vraiment plus souffrir de démence que les gens qui sont positifs, qui se forcent à focusser sur les éléments positifs de leur santé, de leur vie, qui se réjouissent à rien. Eux vont aussi... En fait, c'est un caractère protecteur dans la santé cognitive. Donc, c'est merveilleux. Donc, ça nous encourage à cultiver la joie, le bonheur au quotidien, aussi dans une perspective de prévention. Moi, j'y crois profondément. Ça, c'est essentiel. Tout à fait. Parce qu'on sait que c'est contagieux aussi, puis que ça crée toutes les formes des neurotransmetteurs et hormonaux, nos circuits hormonaux dans notre corps qui vont faire en sorte que notre cerveau va être plus en homéostasie, pour employer ce terme-là, mais plus lumineux dans sa propension à bien vieillir.
tout à fait. Puis j'aime beaucoup parler aux gens de leur prédisposition génétique à souffrir d'une démence. Donc, il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés qui vont augmenter le risque qu'un individu développe une maladie neurodégénérative dans le futur, mais aussi tout le pouvoir qu'on a par rapport à ça. Donc, le gène en soi n'est pas... ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ce qui va dicter notre futur. C'est autour des gènes qui comptent. L'épigénétique. L'épigénétique, l'avantage de ça, c'est que ça peut être modulé par qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Bouger, bien manger, penser positivement, bien dormir, générer des émotions positives. Tout ça va envoyer, comme tu le disais tantôt, des signaux neuro-hormonaux dans notre corps qui sont biologiques, qu'on peut mesurer dans notre sang. Et ces signaux moléculaires-là vont venir changer la façon dont les gènes vont s'exprimer ou se réprimer. Alors, imaginons quelqu'un qui a une prédisposition génétique, toute sa famille a souffert de démence, il y a un gène et on lui enseigne à moduler son épigénétique par le biais de ses comportements pour aller fermer ce gène-là, puis lui demander de ne pas s'exprimer avant très tard ou pas du tout. Alors, c'est un peu ce qu'on voit, les gens qui ont un gène, il y en a plein qui vont le développer, effectivement, mais plein d'autres qui ne le développeront jamais. Alors, pourquoi ces gens-là qui ont ce gène-là ne le développent pas? Donc, il ne faut pas avoir peur de notre génétique, plutôt le considérer comme étant un propulseur de santé en disant hey, « moi, je suis à risque, mais watch-moi bien. Je vais faire tout ce qu'il faut pour ne jamais développer ce problème de santé-là. » Donc, c'est ce que ça devrait faire que d'être au courant de notre profil génétique en lien avec les maladies neurodégénératives, mais tout ce qui existe dans la vie, même les cancers et tout ça. En fait, il y a des études en ce moment qui sont amorcées et certaines qui sont terminées où on voit justement que l'épigénétique a tellement un apport extraordinaire. Mais ça, c'est de l'enseignement pour changer le paradigme parce que souvent, des gens vont se forger ils vont se projeter dans le futur ou avoir un déterminisme de dire, mais moi, c'est ça qui va arriver à cause de mes gènes. Alors que tout est faux. On a Bruce Lipton, un monsieur qu'on connaît bien toutes les deux, qui a fait beaucoup d'études dans cette optique. Et maintenant, on sait très bien que l'environnement peut justement moduler et changer complètement les possibilités de l'individu. Absolument. Donc, il faut le créer. Donc, ça revient au fait que chaque individu a le pouvoir de rester en santé puis de changer le cours de son existence par rapport à ce que les gènes lui dictent. Moi, c'est ce qui me stimule le plus. Quand je suis dans une approche clinique avec un patient, c'est de dire qu'il faut que je réussisse d'avoir comme l'éclair dans les yeux qui va dire, OK, là, j'ai fait comme un petit point et je suis certaine que toi, c'est aussi ta grande motivation. Oui, absolument. Puis en fait, les gens qui réussissent le mieux, ce sont les gens chez qui il y a cette petite lumière-là, qui sont très informés à la base, qui ont commencé à adopter des comportements d'éducation, ils ont vu des podcasts, des vidéos, ils ont lu des livres de plusieurs auteurs qui proposent des approches particulières, puis sont déjà engagés dans leur comportement qui favorise, disons, le renversement de leur pathologie. Alors, ces gens-là sont les plus agréables et motivants à coacher comme médecin. Exact. En fait, je pense qu'il y a comme un éveil profond d'un certain groupe d'individus qui vont aussi, il y a le fameux phénomène 80-20, qui vont entraîner les autres. C'est un effet de mouvement. Puis nous, ensemble, c'est sûr qu'on est dans cette volonté-là. On veut justement enseigner aux gens que c'est possible. Votre santé, votre pouvoir. Il y a tellement... l'être humain est tellement une machine extraordinaire. Puis si on veut protéger notre cerveau, parce qu'on sait que la démence, c'est, comme tu mentionnais tantôt, là, à partir de 50 ans, je pense que c'est comme un signal de dire, OK, et il faut maintenant que je sois comme vraiment focus pour éviter de développer des maladies neurodégénératives. Tout à fait, puis même bien avant 50 ans, parce que les dommages oxydatifs ou les dommages reliés à la glycation, quand le sucre est trop élevé longtemps, ça arrive bien avant 20-30 ans, avant le début des premiers symptômes. Mais imaginons le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic. On peut parler déjà de plusieurs années, dépendamment de l'individu. Alors moi, je dis toujours à mes patients, d'ailleurs,
quand, tu sais, les troubles de la mémoire, là, oublier ses clés, oublier les noms, avoir des petits détails comme ça, quand les gens disent « Ah, ben là, c'est normal avec l'âge ». Non, 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 non. C'est pas normal avec l'âge. On est supposé avoir un cerveau performant qui se rappelle de ces petits détails-là, qui se rappelle des noms, qui se rappelle où on a mis nos clés, qui se rappelle des tâches qu'on est supposé faire, qui se rappelle comment le téléphone fonctionne quand ça fait 10 ans qu'on l'utilise. Alors, ça, c'est des signes que le cerveau a peut-être déjà dégradé ses capacités habituelles. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de développer l'Alzheimer. Ça veut dire qu'il y a un petit déclin qui commence à se manifester dans des choses qu'on est habitué de faire et ça devrait être un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la physiologie du corps parce que le cerveau est connecté au corps, hein, je vous l'apprends. On ne peut pas traiter le cerveau sans traiter tout le reste qui se passe dans notre corps, ce qu'on met dans notre bouche, comment notre microbiote est constitué. Mm-hmm. Et quand il y a des perturbations là-dedans, ça se manifeste jusqu'au cerveau, évidemment. Donc, tu l'as dit, c'est holistique, hein? Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que tu crois, Isabelle, que donc, dans cette optique-là, on pourrait enseigner aux gens, quand ils notent justement, tu sais, oh, il me semble que je suis moins rapide, de leur offrir des exercices. Tu as parlé de l'environnement, de la stimulation rencontrée. Absolument. D'essayer d'éviter l'isolation. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Oui. Mais aussi des exercices. On dit qu'on utilise juste 10 à 15 % de notre cerveau, qui est une machine extraordinaire, de dire comment on peut stimuler. Bien, par exemple, il y a une étude intéressante chez des personnes plus âgées qui sont cognitivement saines, qui se sont vues augmenter leur capacité mnésique de 226 % après avoir inhalé de l'aromathérapie, là, donc des huiles essentielles. 2 heures après s'être couchés dans leur diffuseur, ils inhalent des huiles essentielles et là, ça fait travailler toutes les régions du cerveau reliées à l'olfaction, les souvenirs, etc. Donc, juste ça, c'est un détail intéressant. Hein? On ne parle pas d'efforts très actifs que de mettre de l'huile essentielle dans un diffuseur avant d'aller se coucher, mais il y a des impacts positifs qu'on a vus de ça. Donc, la stimulation, l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de la musique, aller aider ses petits-enfants à faire leurs devoirs un soir de semaine. Des détails comme ça, ne pas utiliser notre GPS quand on s'en va quelque part. J'aime ça, ce que tu dis, Anne-Isabelle, j'adore. Donc, c'est très facile. Hein? On a notre téléphone, notre GPS, nos numéros sont tous enregistrés. Ça, c'était un petit peu notre meilleur ennemi aussi. Hein? C'est pratique, mais en même temps, ça nous empêche de retrouver dans notre mémoire qu'est-ce qu'on aurait besoin d'utiliser comme information pour procéder au quotidien avec des actions bien simples. Donc, appeler nos proches en se rappelant du numéro de téléphone plutôt qu'en le pitonnant de façon automatique sur le téléphone. Alors, des exemples comme ça, hein, c'est facile au quotidien et ça coûte rien. Une autre idée, tu sais, quand tu as dit le numéro de téléphone, tu sais, tu te lèves le matin. OK, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est quelle date? OK, là, on cherche dans notre mémoire qu'est-ce que ça pourrait être. Pour faire plaisir à quelqu'un. Exactement. Puis en plus, appeler quelqu'un, avoir un contact social, pouvoir parler, dialoguer. Donc, ce sont des choses qui renforcent la santé cognitive aussi. C'est vraiment fascinant, Anne-Isabelle. Je te remercie pour cet échange. Puis je suis certaine qu'il va y avoir une troisième fois. Ah, je l'espère aussi, Brigitte. Merci beaucoup pour l'invitation.